Shalom, bonjour, assalamu alaikum. Nous sommes très heureux de retrouver la fraîcheur douillette du studio bleu de Canal FM ce matin. Et nous voudrions dire vraiment merci à notre ami et collaborateur Fousseni Saïbou qui nous a supplié le vendredi dernier. Merci d'être resté à l'écoute avec Fousseni. Le club de la presse, c'est au-delà des personnes. Alors aujourd'hui à la technique, le binôme Vitagwe Kokou Michel Tomega et Géraud Dakoucha et les confrères qui s'installent autour de la table avec l'invité que nous attendons incessamment. Juste le temps de décliner le menu du club de la presse de ce jour. Nous allons aborder une page de nécrologie et puis nous continuons avec la riposte à la pandémie à Covid-19. Nous allons revisiter quelques bonnes pratiques managériales au sein des entreprises publiques et parapubliques et naturellement la politique au Togo et autour de nous. D'ici là, les confrères d'eux déjà au studio, quelqu'un qui nous rejoint après environ une semaine. Si je vous dis qu'il est le digne fils de Palgou dans la Bina, vous avez deviné. Uriel Enyang, bonjour. Bonjour Innocent, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM, spécialement bonjour à toutes les femmes chefs des services publics et privés de notre pays. Merci. Il mériterait qu'on lui décerne un laurier de fidélité au club La Presse. Lui, c'est Aliro Morou Tchakala. Bonjour. Bonjour Sas, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, nous démarrons en attendant ceux qui vont nous rejoindre. Vous connaissez la formule? Pour des retards naturellement indépendants de leur volonté. Absolument. D'ici là, ils comprendront ce que Socrate nous laisse comme pensée du jour. Le grand philosophe Socrate qui a écrit « Être homme de bien et ne pas chercher à le paraître, c'est le chemin de la gloire. » Encore une fois, être homme de bien et ne pas chercher soi-même à le paraître, c'est le chemin de la gloire. Vous avez vos talents, mais restez humble. Laissez que les autres chantent vos louanges. Absolument. C'est pourquoi nous allons dédicacer cette émission à ces agents. Ils travaillent dans de minuscules bureaux, mais c'est eux qui nous établissent le premier papier qui fait même notre identité. Vous avez deviné, les agents d'état civil. Qu'ils soient en ville ici, à Lomé ou dans les hameaux les plus reculés. Nous vous saluons, vous qui avez établi nos certificats de naissance, vous qui établissez également nos certificats de décès, quand nous ne sommes plus de ce monde, et également les heureux événements, c'est vous également qui établissez les certificats de mariage. Eh bien, agents d'état civil des villes et campagnes, hommes et femmes, jeunes et vieux, nous vous saluons à l'occasion de la journée africaine de l'état civil et de l'établissement des statistiques de l'état civil. Tchakala, on les oublie presque. La preuve, vous ne savez pas l'agent d'état civil qui a établi votre certificat de naissance. Non, le papa me l'a établi à la mairie principale de Lomé. L'agent qui l'a établi. L'agent qui l'a établi, je ne connais pas son nom, mais je sais celle-là qui a signé mon état civil, c'est une dame, la première maire de la ville de Lomé. Et Madame Sivomé. Sivomé, j'ai bonne mémoire, puisque je ne suis pas né loin des états civils, donc j'étais à la capitale, je suis né un 4 septembre, bientôt mon anniversaire, et celui-là qui me l'a établi, je ne le connais pas, mais s'il est vivant, je lui souhaite tout le bonheur. S'il n'est plus, je lui souhaite le meilleur là où il se trouve. Eh bien, moi, je connais celui qui a établi mon acte de naissance à l'état civil d'Akumape. Je suis né à Haute, mais l'état civil se trouvait à Akumape. Il s'appelait Ajanvon Symphorien, une belle calligraphie comme écriture. Uriel Enyang, un mot pour ces hommes et dames qui établissent nos premiers papiers d'identité. Et il fallait me le dire depuis hier pour que je prenne mon certificat de naissance et me rappeler du nom de celui qui l'a établi à Pagoda. Nous n'avons pas eu de difficultés à notre niveau pour obtenir nos certificats de naissance. Franchement, bravo à ces hommes et ces femmes qui le font et à nous de garder très sérieusement les actes de naissance de nos enfants pour qu'il n'y ait pas de difficultés au moment venu.
Merci encore une fois. Mesdames et messieurs, agents d'état civil des grandes villes et campagnes, les rameaux les plus reculés, certains d'entre vous n'ont même pas de salaire, mais vous vous sacrifiez pour établir nos actes de naissance, de mariage et de décès, malheureusement. Didier Assogba, ce sont ces messieurs et dames que nous honorons aujourd'hui. Oui, naturellement, quand vous imaginez, vous connaissez bien mon village. Couvé-Boli. Couvé-Boli. Mais pour tout le canton de Couvé, qui est en train de... ce qui dépasse d'ailleurs un canton désormais, il n'y a qu'un seul état civil, et vous avez bien dit, qui travaille dans de petits bureaux. Certaines fois, ce n'est même pas des bureaux. On ne peut pas appeler des choses comme ça des bureaux. Et c'est des agents qui sont là et qui, des fois, qu'ils font de façon volontaire, pas... De façon bénévole. De façon bénévole. C'est pas parce qu'ils ont vraiment un salaire, qu'ils ont de meilleures conditions, mais ils travaillent avec volonté, avec tout leur cœur. Et on comprend tout l'engagement de ces agents-là dans les hameaux les plus reculés, dans les villages les plus reculés, au service même de leur pays et de leur population. D'abord qu'ils ont la joie de servir. Et je pense que c'est des gens à célébrer. Ça n'arrive pas tous les jours, c'est des gens à célébrer et à féliciter. Et je saisis l'occasion, puisque les autres ne connaissent pas. Moi, je salue à cette occasion l'agent qui s'appelle M. Koliko, et qui a fait mon certificat de naissance. Et donc, ça n'arrive pas tous les jours. J'ai gardé ce nom en tête depuis de nombreuses années. Et occasion pour moi de le saluer spécialement. Merci. S'il est à l'écoute depuis Couvé, bien sûr. Et s'il n'est pas là lui-même, ses héritiers descendants lui transmettront le message. Comme à mon bien-aimé Ajavon Symphorien, avec sa belle calligraphie qui est établie au nom de ce centre. Professeur Mounirou Salou, bonjour. Bonjour Monsieur Sass, bonjour chers auditeurs. Et auditrices. Et auditrices, bien entendu. En bon togolais, je présume que vous allez très bien. Oh oui, nous allons bien par la grâce de Dieu. Merci, professeur Salou Mounirou. Il est professeur, comme vous le savez, en médecine naturellement. Pharmacie. En pharmacie, pardon. Il fait partie il est membre du comité scientifique qui conseille les plus hautes autorités du Togo dans la riposte à la pandémie à Covid-19. Vous avez compris, c'est notre personne ressource sur ce sujet. Mais avant de venir à lui, une page de nécrologie. Très tôt ce matin, nous avons appris avec émotion la mort de Mpati Ressort. Ce nom ne dit pas grand-chose aux jeunes, mais les aînés se rappellent ce joueur qui s'élançait comme un ressort. Il était le défenseur au sein de la modèle de Lomé. Il était capitaine de l'emblématique équipe nationale du Togo qui a participé à la première phase finale de la CAN de son histoire en 72 à Yaoundé, mais le Togo qui avait eu le mérite d'éliminer les Black Stars à Accra, s'il vous plaît. Et bien ce matin, nous apprenons que Ressort n'est plus. Autre information aussi qui a suscité beaucoup de douleur, le week-end dernier, il a été trouvé sur la plage d'Aneho, le corps vraiment en très mauvais état du désormais feu le proviseur du lycée de Guadjomé. Dieu seul sait comment il a trouvé la mort dans l'océan pour être repêché à la plage d'Aneho. Autre mort qui a défrayé la chronique la semaine dernière, c'est ce que Liberté nous rappelle, à savoir l'assassinat de 3 enfants à Blita. Dans un premier temps, un géomètre avait été arrêté mais relâché, et Liberté écrit que le principal suspect relâché, un détraqué mental mis aux arrêts. Autre mort également, dont nous avons déjà beaucoup parlé, c'est celle de l'ancien grand commis de l'État togolais, Edem Edouard Kodjo. Il est décédé à Paris depuis le 11 avril, mais un culte des offices religieux avait été organisé en sa mémoire pour le repos de son âme à la cathédrale de la Madeleine à Paris il y a quelques jours, et des journaux annoncent que sa dépouille sera rapatriée vers la fin courant cette semaine. Et Togo Matin se demande si il sera organisé des hommages nationaux à l'illustre disparu. Un petit tour de table sur ces différentes morts. Uriel Aignan. Vraiment, c'est
D'une page très noire, très noire. C'est vrai que vous n'avez pas épuisé la liste. Il y en a encore. Il y en a encore, vous n'avez pas épuisé la liste. Ce qui ne sème pas de la joie au sein des Togolais que nous sommes. Tout ce que nous pouvons dire actuellement, c'est de souhaiter nos tristes vraiment condoléances aux familles éplorées et de prier que les âmes des disparus reposent en paix. On ne comprend pas toujours l'origine des morts, on ne sait pas pourquoi, mais nous ne pouvons qu'accepter. Nous ne pouvons qu'accepter et puis vivre avec ces gens qui sont décédés d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai souvent une autre philosophie. Vous voyez, c'est parce qu'ils sont des fois des illustres, des autorités, que cela nous impressionne. Si c'était un parent chez moi dans mon village, personne n'en parlerait. Donc ils sont morts, tout comme les enfants qui meurent dès la naissance, comme les femmes qui meurent lors des accouchements. Prenons ça comme ça, c'est la philosophie de la vie. Ils ne sont pas différents des autres, sauf que c'est des autorités, des cadres. Et mettons-les dans la ligne de ceux-là que je viens de citer pour comprendre que nous devons prendre soin de nous-mêmes avant que je suis d'accord avec vous, sauf que nous aurions aimé avoir une idée claire des circonstances de la mort de nos parents voisins. Je veux parler de ces 3 enfants retrouvés morts à Blita, et puis surtout ce proviseur du site de Bodjomé qu'on a retrouvé son corps pratiquement en début de décomposition sur la place d'Anehor. Tchakala? Oui, c'est le carnet noir de la semaine écoulée. Il s'est passé de très tristes choses dans notre pays, que ce soit à la capitale ou à l'intérieur du pays. Cette histoire des 3 enfants, plus un 4e qui a échappé de justesse à la mort à Blita, a plus qu'ému. Un détraqué mental qui a pu opérer de la sorte en soutirant du sang et en laissant des corps sans vie dans un véhicule que l'on connaît bien. Là, je crois qu'il faut pousser très loin l'enquête pour établir vraiment les responsabilités. C'est trop facile de mettre la main sur un détraqué mental et de laisser ceux-là qui sont soupçonnés, qui sont reconnus comme tels. S'ils ne sont pas reconnus comme les vrais coupables ou bien les mecs qui ont téléguidé cela, qu'est-ce que ces enfants sans vie de 6 à 7 ans cherchent dans la voiture retrouvée? Et quand on parle aussi de ces crimes crapuleux, le proviseur de Bodjomé et du lycée de Bodjomé, il a été retrouvé avec des hématomes sur le corps et tout ça veut dire que il a eu une mort très douloureuse. Il a reçu certainement des coups et après le forfait commun l'a jeté en pleine mer. Comme la mer n'avale pas tout, la mer a rejeté ce corps-là presque en décomposition. Donc c'est une autre triste fin. Maintenant, s'agissant de l'ancien Premier ministre Edenkojo, je crois que on n'a même pas besoin de se poser la question si des hommages à la taille de la dimension de l'homme lui seront rendus. Moi, je milite en cette faveur. Je crois que ce monsieur a été un grand commis. Il a eu le mérite de représenter dignement notre pays sur le plan international et sur le plan national aussi, par 2 fois de suite, Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et tout ce qu'on sait d'Edouard Kodjo. Je crois qu'il mérite des hommages à la taille, à la dimension de ce qu'il fut de son vivant. Merci. On peut ajouter à cette liste noire également le nom de Agbokwe Kokou Delato David. Il y a juste une semaine, nous avions appris comme ça par surprise sa mort. Aussitôt la nouvelle de sa mort connue qu'il a été enterré. Je ne sais pas si on doit dire officiellement, officieusement, il serait mort de Covid-19. Alors que dans l'entourage de la famille, on annonce plutôt des pistes d'empoisonnement, vu les circonstances dans lesquelles il est mort. Et puis ce matin, nous apprenons que ça chauffe à Kpomé, son village natal. Les populations qui sont descendues dans les rues, et ces populations de Kpomé qui demandent à ce qu'on pratique l'autopsie sur le corps de David et qu'ils sachent officiellement de quoi leur fils, leur parent est mort. Et puis les populations de Kpomé qui réclament que la dépouille de leur fils leur soit transférée et qu'eux-mêmes, ils l'enterrent à Kpomé. Nous apprenons aux dernières nouvelles que le député maire de la région ainsi que le préfet se sont portés au contact des populations à Kpomé. Didier, vous devez avoir ces informations sûrement. Oui, nous venons. J'ai pris quelques minutes de retard en arrivant au studio parce que j'étais au bureau en train justement de
compiler ces informations et même pour publier cet article-là, écrit par un collaborateur qui a suivi de près le dossier ce matin. C'est vrai que ces situations qui arrivent et qu'on ne prend pas le temps pour élucider et qui plutôt amplifient le doute dans l'imaginaire collectif. Quand on dit que Agbokwe Delato, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un haut fonctionnaire de l'État, un directeur général d'un service aussi stratégique de l'État qui est décédé, et je pense que on aurait dû prendre des précautions pour élucider les circonstances de son décès. Mais la précipitation avec laquelle les choses se sont faites, et moi j'ai été surpris d'apprendre qu'il avait été enterré presque nuitamment, pendant que la famille émet ce doute-là que les gens sont morts de Covid et leur corps ne se décomposait pas aussitôt après leur mort. Et la famille, selon les informations que nous avons eues, a été surprise de constater que juste après la mort du monsieur, le corps a commencé à se décomposer, et la piste selon laquelle il serait mort de Covid-19 n'a pas convaincu la famille et ses parents, qui ont commencé par douter et qui réclamaient déjà qu'on fasse une autopsie. Mais dans la précipitation, sinon il n'y a pas autre chose, il a été enterré, et ce matin les parents au village n'ont pas voulu avaler, gober donc la version, je ne sais pas si c'est officiel, mais la version qui avait été avancée afin de pouvoir l'enterrer aussitôt. Donc du coup, la famille a le droit, et ceux qui doutent également ont le droit de penser qu'il y a eu quelque chose derrière qui a poussé à la mort de ce monsieur. Sinon, on aurait dû prendre le temps pour faire des prélèvements nécessaires pour faire l'autopsie. Après, je ne suis pas médecin légiste, mais je ne sais pas comment est-ce que les autorités arriveront à convaincre ces populations-là qui ont dû bloquer la route ce matin, qui manifestent jusqu'à l'heure actuelle et qui ne veulent pas se laisser compter l'événement. Merci, mais juste avant d'entrer au studio, nous avons appris que lorsque le député maire de la région, que le préfet sont allés les écouter, les populations ont enfin accepté de dégager la voie, mais en espérant que dans les 2 semaines à venir, ils pourront avoir, l'information officielle après autopsie de les circonstances de la mort de leurs parents, et puis 2, qu'on leur amène, qu'on leur transporte la dépouille qu'ils veulent enterrer dans leur sol. Alors, professeur Mounirou, ceci nous amène vers vous. Je ne vous cache pas que depuis ces derniers temps, il y a un certain doute sur la cause de certaines morts officiellement déclarées Covid-19, mais que l'entourage de la famille, des voisins conteste. Le cas qui est sur la page, c'est de M. Agbokwe. Alors, voulez-vous nous rappeler comment est-ce qu'on peut, à l'hôpital, on teste un malade pour savoir si finalement il est mort de Covid? Merci, M. Sass. Vous me posez une question de clinicien, mais pour ce qui est fait dans nos hôpitaux, en dehors du cadre de dépistage du test qui est fait aux voyageurs, aux suspects et aux contacts, en milieu de soins, lorsque il y a suspicion de Covid chez un patient qui est admis, les dispositions sont prises pour faire le prélèvement. Au début, nous avons eu quelques difficultés parce que sur des gros sites de soins comme le CHU Sylvanus Olympio, on n'avait pas accès à ce test-là. On n'avait pas accès à ce test-là. Et aujourd'hui, il y a la possibilité de faire ce test et cela soulage énormément. À Dapaong, on a un tel type d'équipement. À Kara, ainsi de suite. Pour compléter un peu les grands centres de référence. Mais suite à ce test, si le test est positif, alors l'individu est déclaré atteint de Covid et est référé sur le site de prise en charge. Puisque pour l'instant, nous avons des sites de prise en charge dédiés pour les patients Covid-19 positifs. Merci, professeur. Mais ce que nous apprenons souvent, c'est que des parents, ils transportent leurs parents malades à l'hôpital, et c'est après la mort qu'on leur apprend que leurs parents étaient décédés de Covid-19. Oui, c'est ce que je dis au début. Lorsqu'on n'avait pas accès au diagnostic sur les sites de prise en charge, qui sont nos hôpitaux classiques,
lorsque le patient arrive, qu'il est suspect, on fait des prélèvements et ce prélèvement est référé à l'INH. Et donc au début, on a eu quelques flottements parce que entre le prélèvement et le retour du résultat, le patient peut décéder. C'est un diagnostic qui est apporté, j'allais dire, post-mortem. Mais au moins, dans l'étiologie des décès, il est important de savoir de quoi est décédé un malade. En plus de cela, ce qu'il faut ajouter dans la définition, ce n'est pas que pour Covid. Si vous avez un patient tuberculeux aujourd'hui qui va sur la voie publique et qui est ramassé par une moto, qu'il décède, on va le comptabiliser décédé de tuberculose. Ça, ce sont des définitions qui existent. Ce n'est pas propre au Togo. Donc, même si l'individu a une comorbidité, dans le cas de Covid-19, qui décède et dépisté positif de Covid-19, on le comptabilisera comme décédé de Covid-19. Merci. Alors, pour le cas d'espèce de M. Akboukwe, est-ce que les autorités pourraient prêter oreille attentive à la famille, à ce qu'on procède à l'exhumation du corps, procéder à des analyses pour confirmer qu'il était mort de Covid-19 ou d'une autre maladie? Sans être médecin légiste, parce qu'il faut faire la part des choses, mais ce que nous savons, lorsqu'un corps est enterré en la matière, quelle que soit la maladie, il faut un certain temps avant de l'exhumer. Parce que n'oublions pas que nous sommes faits de bactéries. Et dès l'instant où le corps est enseveli, ce sont nos propres bactéries qui commencent à nous décomposer. Il faut attendre un certain temps avant de pouvoir exhumer ce corps-là. Mais pour les dispositions à prendre, je pense que nous ne sommes pas compétents, il faut dire les choses clairement, pour nous prononcer là-dessus. Merci. Par contre, votre domaine de compétence est de nous parler de la Covid-19, notamment la façon dont l'État togolais organise la riposte. Et au début, nous avions très peur, moi le premier. Après un moment, j'ai retrouvé, nous étions nombreux à retrouver une certaine assurance. Et puis la peur qui nous regagne quand on assiste à une deuxième vague de contamination en Europe, qu'aux États-Unis, la barre des 5 millions de contaminations est franchie, qu'au niveau du monde entier, on est à près de 19 millions de contaminations, que l'Afrique aussi a déjà plus d'1 million de contaminations. Ça commence à faire peur. La preuve, Courrier de la République qui écrit ce matin, Tchakala, vous écrivez que la barre du million de contaminations... Du millier. La barre de 1000 contaminations est franchie au Togo et l'inquiétude grandit. La désinvolture aussi s'amplifie. C'est votre titre de journal. Oui, c'est mon titre, un titre révélateur, parce que il y a avec quelques semaines en arrière, qui eût cru que le Togo, au regard de tout ce que nous avions entamé comme geste de freiner et l'avancée de l'épidémie, on arriverait à la barre des 1000 cas recensés. Donc ça veut dire que ça devient sérieusement inquiétant. Et on a de fortes raisons de nous émouvoir parce que on ne sait pas jusqu'où cette pandémie irait et jusqu'à quel seuil nous allons atteindre. Et ce qui est un peu paradoxal, au fur et à mesure qu'on constate que la contamination se fait à grande échelle, on constate aussi un flottement dans les comportements, dans les attitudes à observer pour ne pas contracter le mal. Donc, allez-y un peu dans certains coins de la capitale, à l'intérieur du pays, et vous vous rendrez compte que les gens s'en fichent éperdument de cette pandémie. Les gens sont laxistes, les gens se comportent comme ça. La Covid-19 n'a jamais existé. Et à cette allure, je crois que la phase de la sensibilisation, on doit la renforcer. Et aussi, on doit renforcer aussi les réprimandes, parce que 3000 par là, c'est très facile à payer. Maintenant, quand on vient un peu à corser l'addition, que on viendrait à prendre certains et que la nouvelle mesure va s'appliquer sur ces gens-là, ils comprendront que on ne s'amuse pas avec des mesures qui sont mises en place pour lutter contre le mal. Sinon, la désinvolture, elle est là. Il suffit seulement de se promener au niveau de la plage. Allez-y à Vepozo, un peu à Baguida. Vous vous rendrez compte que la plage est en train de retrouver son train d'antan. Il faut aller au niveau de certains coins pour voir que les bars ne désemplissent pas. Il y a même des gens à l'intérieur qui organisent des tournois de football. Donc, c'est inquiétant et il va falloir que... on lâche un peu la carotte pour utiliser le bâton. Merci, professeur. Pendant que nous laissons aller chaque jour un peu plus à la désinvolture,
la Covid-19 gagne en terrain de contamination? Oui, je crois que M. Tchakala l'a dit, cette pandémie-là n'aime pas qu'on la défie. Et chaque fois que quiconque tente de la défier, celui-ci est automatiquement éprouvé. Je pense qu'il faut saluer quand même les autorités qui ont voulu donner un peu plus de vie à la vie en assouplissant les mesures de restriction de liberté. Mais en même temps, les règles éditées n'ont pas été, je veux être terre à terre, n'ont pas été gommées. Elles existent. Mais aujourd'hui... La preuve, professeur, l'interdiction de fréquenter la plage n'est pas encore levée. N'est pas levée. Et comme l'a dit votre confrère, on sent une désinvolture, une insouciance, et cela va nous rattraper très tôt si nous nous prenons garde. Il est question de retenir que la maladie ne passera pas par moi. Qu'est-ce que je fais pour ne pas être moi atteint, mais qu'est-ce que je fais pour ne pas contaminer l'autre? Et l'anglo-saxon a dit « It is in your hand ». Tout cela est dans votre main. Cela dépend de nous, de notre responsabilité. Alors justement, professeur, avec notre désinvolture et la façon dont le virus fait le tour, ça a commencé en Chine, est passé par un pays comme l'Iran, s'est établi en Europe, s'est transporté dans les Amériques. Alors est-ce que l'Afrique risque, surtout avec notre désinvolture, notre relâchement, est-ce que nous risquons de connaître les taux de contamination avec les nombres dont on parle aujourd'hui dans les Amériques par exemple? Cela n'est pas impossible. Si jusque-là, nous avons bénéficié, j'allais dire, de la protection, peut-être de l'être suprême, qu'avons-nous fait, nous autres, pour ne pas être exposés au même niveau de risque que les Occidentaux? Ici, personne ne peut donner des explications. Pour les scientifiques que je suis, que nous sommes, c'est en ce moment que des travaux sont en train d'être faits pour comprendre est-ce que il y a 6 mois, il y a 8 mois, dans nos sérums qu'on a pu garder, est-ce que peut-être qu'il y avait des anticorps qui circulaient, qui ont fait que la maladie n'a pas pu être si bruyante chez nous, première condition. Mais l'autre, c'est qu'on est tous d'accord que nos autorités ont vite pris des mesures. Nous avons eu le courage de fermer les frontières aériennes et autres, ce qui a empêché le virus de circuler. Et aujourd'hui, en revenant à la vraie vie, ce virus reprend. Dès les premiers instants, les scientifiques ont dit qu'il y aura une seconde vague. On va ouvrir aujourd'hui ce qu'il faut craindre. C'est ce que je m'amuse à dire, comme dirait un penseur, la raison est hélène, l'émotion est nègre. Mais il y a vraiment, fondamentalement, raison pour qu'on s'inquiète en disant est-ce qu'il n'y aura pas de flambée si nous continuons tels que nous sommes? Dans le mois de mai, on était peut-être, il y avait eu l'ouverture chez les voisins. On était à une moyenne de 25-30 cas par jour. Et puis après, les choses ont décliné. Mais là, on est entre 15-20 par jour avec la réouverture des écoles, les frontières. Donc, on l'observe. Et c'est à tous les niveaux. Ce n'est pas qu'en ville ou dans les villages ou chez les sachants, les non-sachants, même chez le personnel soignant. On veut croire qu'à un moment donné, on était tous un peu fatigués. Alors justement, professeur, c'est vrai qu'on peut comprendre, on voit la pression que nous, les populations, nous exerçons sur les milieux politiques, mais au niveau de l'État, où les plus hautes autorités sont en train d'aller de plus en plus à la normalisation, alors est-ce que les autorités se montrent quelque peu imprudentes en ouvrant à tout va ce qui était restreint, interdit hier? Pour le cas du Togo, je ne pense pas. Je crois que la pédagogie qui est utilisée pour le Togo est celle d'aller progressivement. La CEDEAO, l'OS, avait donné des recommandations sur l'ouverture des frontières aériennes, par exemple, au plan interne, le 1er juillet, le 15. Mais nous sommes allés 2 semaines plus tard. Et si vous regardez ce qui est fait, comme vous l'avez dit, les plages, même les lieux de culte et autres, c'est un certain nombre de sites qui avaient été identifiés. Cela va progressivement. Je pense pour ce qui est fait, aujourd'hui, si nous devons porter des jugements, des critiques, c'est de proposer des choses concrètes. Qu'est-ce que, au lieu de rester dans son coin et critiquer, qu'est-ce que je propose pour que ce que le gouvernement fait, qui est un travail collectif finalement,
qu'est-ce qu'on peut proposer pour améliorer. Alors justement, vous-même, professeur Salou, et vos collègues du comité scientifique, c'est vous qui conseillez les plus hautes autorités politiques, est-ce que vous avez déjà des pistes de conseils pour que nos comportements individuels et collectifs s'inscrivent dans la dynamique de l'État qui veut ouvrir à la normalisation, mais tout en se montrant préoccupant pour ce virus-là? Bien entendu, c'est-à-dire au-delà du conseil scientifique auquel nous appartenons, qui donne un avis consultatif, nous appartenons à la cellule sectorielle du ministère de la Santé, où des commissions sont mises en place. Nous avons présenté les premiers résultats du fruit de notre réflexion le vendredi dernier sur les conduites à tenir en cas de flambée. Qu'est-ce qu'il faut faire au regard de tout ce que le pays a comme capacité? C'est des éléments qui sont faits, des réflexions qui sont faites en amont pour aider à ajuster les décisions du politique. Nous avons fait des propositions, même quand vous regardez par rapport à comment les tests sont organisés, nous faisons des propositions et les autorités mettent toutes ces idées ensemble pour sortir et servir quelque chose à la population qui puisse être supportée par les uns et les autres, parce que dans tous les cas, il s'agit de restreindre nos libertés. Alors, juste à ce niveau-là, si nous continuons à nous montrer désinvoltes, insouciants, et que le virus se fait de plus en plus envahissant, est-ce qu'il est envisageable que le comité scientifique conseille au pouvoir de nous reprendre certaines de nos libertés? Oui, ça, c'est pas exclu. Si c'est cela qui devrait sauver, mais nous le proposerions. Et en ce moment, l'autorité va apprécier. Je me rappelle sur une des radios en disant, on a levé le couvre-feu, mais c'est pas fini. Si vous suivez bien la pédagogie du gouvernement, après les 3 mois d'état d'urgence, 45 jours ont été encore proposés pour pouvoir donner la latitude au gouvernement d'agir dans la situation d'espèce qui est une situation d'exception. Voilà, disons quand même que ce que nous disons n'est pas propre à notre pays, le Togo. Un peu partout en Afrique et même en Europe, c'est une bataille quotidienne. Aujourd'hui, en principe, le port de bavette devrait être rendu obligatoire dans certains lieux publics de la ville de Paris, un peu partout. Mais un peu partout, Didier Assogba, les citoyens ne se montrent pas avec promptitude à respecter ces mesures. Oui, c'est ce que mon aîné décrivait comme une insouciance, une désinvolture. On en a parlé et à chaque fois qu'on a l'occasion, on aborde ce sujet. C'est que des gens comprennent pas pourquoi on leur dit de porter le masque. Et c'est ce qui est étrange en fait. Malgré tout ce qu'on dit depuis plus de 4 mois, des gens sont toujours là et à ne pas comprendre que c'est pour leur propre bien en fait. C'est-à-dire que les gens pensent que Covid là, j'ai toujours l'habitude de le répéter ici, c'est la maladie des Blancs. Mais on en est là et on parlait dans ce studio de la mort de quelqu'un qu'on a déclaré mort de Covid. Et pour ceux qui connaissent cette personnalité-là et qui avaient même pris rendez-vous avec lui sur la semaine d'après, quand on leur dit qu'il est mort de Covid, vous voyez, s'il était réellement mort de Covid, vous voyez tout le risque que cela constitue, d'abord sur son lieu de travail et dans sa maison, dans son entourage, tous ceux qui ont eu à le visiter quelques jours avant, vous voyez le risque que cela constitue. Et c'est pour ça qu'on dit, bon, on a commencé par reprendre la vie normalement, mais le nécessaire c'est que, puisqu'il n'y a pas de médicaments aujourd'hui à prendre pour être guéri, et puisqu'il n'y a pas non plus de sérum ou d'autres médicaments pour se prévenir, la seule chose qui nous reste, et dans certaines conditions, dans certaines situations, comme dans le cas d'espèces, généralement la distanciation sociale, ça va être impossible certaines fois de mesurer 1 mètre, et donc la seule chose qui nous reste c'est le masque, et rien d'autre. Mais ça nous permet de nous prémunir et d'essayer de minimiser le risque de contamination, mais c'est assez ahurissant de voir que dans les bars, et c'est ce que je ne comprends pas en fait, c'est des fois, ayons le courage de dire certaines choses, et c'est ce que moi je n'ai pas compris dans l'action gouvernementale, c'est que l'État a pu fermer les écoles. Or on nous dit dans ce pays, tant vaut l'école, tant vaut la nation.
l'État a eu le courage de fermer les maisons de Dieu. Que ce soit pour Allah, que ce soit pour Jésus, l'État a eu le courage de fermer. Mais officiellement, il n'a jamais été déclaré que les bars et les débits de boissons étaient fermés. C'est vrai, on a dit que les discothèques ont été fermées, mais on a vu à chaque fois les bars, comment est-ce que des gens s'agglutinent. Même hier dimanche, j'ai encore assisté à des choses dans les environs d'Agoué. Je n'en revenais pas. Et des gens même vous invitent à venir parmi eux parce que pour eux, bon, c'est rien quoi. Quand on prend justement, quand on prend une bière, ça règle. Je sais. En fait, du moins, je présume que au sein du conseil, du comité scientifique, il n'y a pas que des médecins, des pharmaciens. Vous devez également compter sur des collègues, des sociologues et des psychologues, pour ne pas dire des psychiatres. Alors, comment expliquez-vous au Togo ou ailleurs cette désinvolture, cette insouciance des populations vis-à-vis d'un mal qui est pourtant réel? La question reste posée, mais pour notre réflexion, vous savez, l'humain, et le noir en particulier, a besoin d'évidence, de preuves. Et comme dirait votre collègue, c'est quand quelqu'un de très proche est passé de vie à trépas par Covid que certaines personnes prennent conscience. Sans vouloir dédouaner les autorités. Je faisais une réflexion il y a 2-3 jours en disant, attention, vous voyez, à trop tirer sur la corde, elle finit par se rompre. Si dans un ménage, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la gaieté, est-ce que les uns et les autres seront enclins même à observer les mesures barrières? Vous sortez de chez vous le matin tout énervé. Vous oubliez de prendre le masque. Donc il faut qu'on crée un ensemble de conditions. Mais en même temps, c'est l'occasion pour nous de revenir sur des vraies valeurs de la vie. Qu'est-ce que nous voulons laisser? Qu'est-ce que nous voulons donner à nos enfants? On regarde aujourd'hui ce qui se passe. Si adultes que nous ne sommes pas capables de nous autodiscipliner. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, si même les débits de boissons sont ouverts, il avait été dit, mais allez-y acheter, rentrez chez vous, buvez. Mais l'insouciance est telle que si cela pouvait coûter seulement à cet individu qui prend ce risque-là, c'était bon. Mais nous sommes tous concernés et lorsque vous interpellez même par moment, on vous répond comme si c'est vous qui en faites un peu trop. Et donc, la question reste posée. Il faut retrouver la bonne formule de communication. Le conseil scientifique se fait appuyer par des personnes ressources, les sociologues notamment. On n'est pas la première maladie pour laquelle il y a un déni. Il y a eu le VIH, comment les choses ont évolué. Donc nous avons eu en son temps discuté avec des sociologues qui ont donné leur façon, leur idée sur comment aborder cette question pour la proposer, la faire accepter à la population. Vous avez vu à la télé, à un moment donné, on a commencé à faire venir les malades. Malheureusement, on n'a pas fait un visage découvert. Mais je sais qu'il y a une télévision privée qui est même venue avec un sujet guéri de Covid. Tout cela pour montrer que ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Merci Uriel Nyang. Comme l'écrit si bien Courrier de la République, les contaminations augmentent, l'inquiétude grandit, mais la désinvolture aussi s'amplifie. Oui, vraiment, j'ai suivi avec intérêt tout le monde, surtout le professeur. Moi, il y a une dimension de la chose qui a été laissée pour compte cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est une dimension très efficace qu'il fallait continuer. Et c'est laquelle? Laquelle, c'est que chaque jour, lorsqu'on fait la situation du Covid-19, on ne donne plus les précisions de l'origine des cas. Avant, on nous disait que tel cas venait de ces cas contacts d'Agoué, de Bafilo, de Bouffalé, etc. Mais aujourd'hui, on vous dit tout simplement qu'il y a 3 nouveaux cas, par exemple, il y a un nouveau décès, il y a ceci. Bon, il y a de ces détails-là. J'ai encore suivi hier. La consoeur. Mais ce qu'il dit, c'est fondamental. Non, ce que je dis, il n'y a pas ces détails. Ce que je dis, je suis. Mais on pourra vous donner un élément de réponse là-dessus. Voilà. Okay. Donc, ce que moi je suis sur la TVT, je n'ai pas ces détails que je réclame ici. On ne précise pas que ces cas-là viennent d'ici, viennent de là. Pourquoi je le dis? Quand vous prenez la mairie Golf 5 qui a pris la décision de fermer les bars,
c'est une mesure efficace, mais inefficace à la fois. Pourquoi? Parce que celui qui est habitué à boire, si Aboka ferme ses bars, il quittera facilement à Védi pour aller à Gonivé continuer. Voilà. Donc il faut que ces mesures soient généralisées, par exemple, harmonisées, pour qu'on puisse les rendre plus efficaces. Ces détails dont je parle actuellement sont sous silence, je ne me trompe pas certainement, et il faudrait que le conseil scientifique revienne là-dessus si vraiment on ne se trompe pas. Ça c'est ma première intervention. Deuxième, parlant de l'analyse qui pourrait nous permettre de comprendre pourquoi l'Afrique n'est pas tellement touchée, je pense que vous n'allez pas vous écarter aussi de la densité des mouvements. Aussi bien en Occident qu'en Afrique. Parce que nous ne connaissons pas en Afrique, ceux qui ont eu la chance de mettre pied en Europe savent que le mouvement humain est plus dense là-bas qu'ici. Cela permet le contact facile. Mais à contrario, la vie communautaire est encore beaucoup plus intime que là-bas. Si vous permettez que je termine par une petite question à l'endroit du professeur. Ok, allez-y. Professeur, si vous pouvez nous dire, à l'heure actuelle, depuis mars jusqu'à aujourd'hui, entre le Covid-19 et les autres maladies, qu'est-ce qui tue plus? Professeur? Merci beaucoup. Je crois qu'il y a 2-3 questions. Qu'est-ce qui tue plus? C'est vrai que je n'ai pas les statistiques ici, mais il n'y a pas que Covid-19. Il n'y a pas que Covid-19, les autres maladies, le paludisme, d'autres maladies non transmissibles tuent. Mais je n'ai pas de chiffres pour vous dire. Mais si vous regardez, on n'a que 23 décès depuis. Cela suppose quand même dans notre fonctionnement habituel, en un semestre, on a plus de 23 décès. Donc il y a bien d'autres pathologies qui tuent plus que Covid-19 par rapport à ce que vous dites, mais sans que je ne vous donne les chiffres exacts. L'autre chose sur le mode de transmission, comme l'a dit, cela est décrit même sur le site. Si vous lisez jusqu'au détail, vous pourrez la voir. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous avons beaucoup plus de transmission communautaire. C'est-à-dire la maladie, au début, c'est les voyageurs qui nous l'ont apporté. Après, il y a eu les notions de contact. Mais aujourd'hui, il y a une transmission communautaire pour laquelle, des fois, on ne peut même pas préciser avec exactitude où vous avez, permettez-moi le terme, chopé le virus. C'est beaucoup plus ce que nous vivons aujourd'hui. Et cela nous interpelle davantage en disant, si le mal est dans la communauté, il faut faire des efforts. Sinon, le risque, surtout que c'est un virus à grande propagation, le risque d'atteindre un grand nombre d'individus est très élevé. Et cela m'amène à revenir encore sur l'observance de toutes ces mesures qui ont été proposées. Au début, on lavait les mains. Aujourd'hui, de moins en moins, les uns et les autres se lavent les mains. Vous faites le test, mais déposez devant le studio de Canal FM un récipient de dispositif de lavage des mains et puis regardez combien de fois vous allez renouveler de l'eau. Peut-être au début, c'était 3-4 fois par jour, mais aujourd'hui, les gens passent. On ne fait même pas regarder ce dispositif qui est proposé. Il y a dispositif barrière, le port de masque. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Les visières sont en train de remplacer le masque, ce qui est faux. Les visières viennent compléter le cache-nez. Et les uns et les autres rentrent dans un modèle esthétique, on veut faire yo-yo, bling bling, avec une visière, avec des lunettes, et on le met sans mettre le masque. C'est autant d'éléments qui nous exposent davantage. Mais ça, excusez-moi, ce n'est pas le politique, les autorités qui vont venir derrière nous pour dire, mais prends ton masque. Les gens l'ont, même quand tu dis le masque, ils disent non, je l'ai sur moi. Et c'est en ce moment qu'il le soit et vous le présente. Ce n'est pas un élément de décor. Il faut l'utiliser. Donc, c'est pour nous, la question nous revient. Pour l'instant, je voudrais dire quelque chose, la prise en charge est gratuite. Merci. Mais la gratuité a un coût. Oui, Alirou Mourchakala, et on va clore le chapitre là. Oui, moi je vais envoyer un pic aux premières autorités de ce pays. Vous savez, quand l'état d'urgence avait été décrété, vous avez vu tout ce que cela sonnait comme prise de conscience dans le pays. On nous envoyait des SMS tout le temps, on nous assaillait avec. Mais à un moment, je ne sais pas ce qui est arrivé, tout ça là, s'est estompé. On ne faisait même pas cas, il n'y avait pas... à Canal FM, on le constate, il n'y a pas d'émission où vous n'invitez pas quelqu'un, une personne, ressource pour le faire. Mais avant, on voyait des gens sauter de radio en radio, de studio en studio, pour la sensibilisation. Donc, cela avait créé un électrochoc en certains pour dire, ah tiens, voilà, je crois que l'Africain, surtout le Togolais précisément, il faut le choquer. Il faut créer ce choc en lui
pour l'amener à prendre conscience. Et l'autre aspect que je ne voudrais pas, c'est vrai, entre-temps, quand il y avait l'état d'urgence avec une certaine brutalité que les gens avaient donnée, mais ça avait porté ses fruits. Il a fallu seulement qu'on baisse le ton et que certaines voix disent que non, c'est trop, et que, on voit, aujourd'hui, moi j'ai vu des gens porter la bavette là, c'est comme une corvée. Je vois même certains éléments de la force spéciale aller poliment vers des gens à moto pour leur demander, mais vous n'avez pas... Mais ces gens-là font quand ils veulent foncer sur ces éléments-là. Donc, il y a cette indiscipline. Je crois qu'il faut corser maintenant les sanctions parce que nous sommes à 1000, hein. 1060 cas. Et il y a quelques 3, 4, 5 semaines en arrière, on était à la centaine et plus. Donc, ça veut dire que si nous ne prenons garde, nous allons franchir le seuil qu'on ne pourra plus vivre décemment dans le pays. Je ne sais pas si nous voulons tenter le diable avant on va le payer, notre religion. Didier? Non, naturellement, ce que moi j'ai à dire, et ça vaut pour tout le monde, pour les Togolais, et pour mes frères, pour mes soeurs, pour tout le monde. Covid-19 est une réalité. Et l'autre élément essentiel à noter, ce n'est pas une arme politique que le gouvernement est en train d'utiliser pour détruire qui que ce soit ou pour faire mal à qui que ce soit. Il faut aujourd'hui prendre conscience de cette réalité. Covid-19, ça tue des gens unis, ça tue des gens opposition, ça tue des gens, je sais pas, PDD, des gens neutres, des gens qui n'ont même rien, ils n'ont jamais pensé à la politique. Covid-19 les tue. Donc il faut aujourd'hui s'ériger en rempart, se dire que ce virus-là ne passera pas par moi. Et ce sera comme cela que nous allons protéger chacun, en ce qui le concerne, d'abord sa famille et ensuite la communauté. Et ce faisant, nous aurons protégé le Togo et empêché la propagation de ce virus. Merci. Nous allons revenir sur le sujet dans une douzaine de minutes quand les auditeurs sûrement le souhaiteraient. Mais il y a autre chose quand même dans les journaux que le coronavirus. La preuve, Uriel Enyang, vous nous transportez au sein de la SAFER, cette société qui est en charge de la gestion des points de payage et consorts. La SAFER qui était dans la polémique il y a quelques jours quand ceux qui portaient de faux billets sur eux ont été détectés au péage. Les autorités ont remonté la pente pour tomber sur la bande de faussaires. Et vous écrivez aujourd'hui disposition de contrôle interne sur les postes de péage. La SAFER ne veut pas offrir de chance à des actes illicites. Justement, vous savez, la SAFER, c'est une institution de l'État. C'est une institution qui appartient à tout le monde. Et comme tel, lorsqu'un sujet concerne cette société, nous avons tous le droit et même le devoir d'en parler. Sauf que nous devons en parler d'une façon objective, d'une façon scientifique et professionnelle. Ce sujet, vous l'avez su depuis le 24 juillet que le phénomène a été découvert. Les gens n'ont pas pris le temps d'aller se renseigner, à obtenir les vraies informations. Vous voyez, le noyau de l'information qui était faux, dans l'information, c'est que les gens puissent dire qu'on a découvert des agents de la SAFER qui sont des trafiquants de faux billets et qui ont été découverts plutôt par la gendarmerie. C'est ce qui est franchement faux. Vous savez, c'est d'abord les agents de la SAFER du poste de péage de Sotoubois qui ont interpellé la gendarmerie de Sotoubois, qui a remonté les enquêtes, descendent découvrir que c'est en complicité avec des agents du poste de péage de Davier que le phénomène est né à notre niveau ici. Et c'est grâce au dispositif des caméras de surveillance, de contrôle que la SAFER a mis en place sur ces postes de péage qu'on a remonté les recherches pour identifier exactement ce qui était impliqué. Et c'est la SAFER qui a appelé également la gendarmerie et les a livrés à ces deux éléments-là, grâce à qui aussi on peut comprendre la vigilance de la société également.
la vigilance des agents de ce Touboua. Mais vous l'avez dit, il y a quand même d'autres agents de la SAFER, notamment ceux d'Avier, qui ont trempé d'une façon ou d'une autre dans ce faux. Mais justement, c'est à travers ces deux-là qu'on a pu découvrir le réseau. Si les caméras de surveillance n'avaient pas permis, la visualisation par les caméras n'avait pas permis d'identifier ces deux-là, qu'on a interpellés, qu'on a livrés à la gendarmerie, qui les a interpellés, et ils ont aussi cité le nom des autres dans le réseau, on serait actuellement ici à lettre morte. Mais la question demeure, comment la SAFER a fait de sorte à ne pas à faire en sorte que ces deux agents de Davier, quelque peu véreux, travaillent pour elle jusqu'à ce qu'ils soient détectés à la fin? Non, je pense que cette question, elle ne fallait pas la peine d'être posée. Parce que, attendez, c'est une question d'individu. Accepter s'introduire dans un réseau pareil n'est pas une question de société, mais c'est une question d'individu. Je vous dis pourquoi. Les employés de Canal FM, si aujourd'hui quelqu'un prend le risque de se mettre dans un réseau pareil, cela n'implique pas Canal FM. Cela implique la personne. On ne viendra pas chercher le DG de Canal FM pour l'interroger. C'est un comportement individuel. Vous avez accepté, vous assumez. On vous livre à la gendarmerie et la gendarmerie continue avec vous. Je ne suis pas totalement d'accord avec vous. La moindre des choses, quand quelqu'un d'un groupe trempe dans du faux, à première vue, tous les membres du groupe là sont au moins soupçonnés. Non, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais si vous menez les enquêtes avec les institutions compétentes et vous découvrez que ce n'est pas tout votre soupçon a des limites, qu'est-ce que vous en faites? Vous devez revenir sur la vérité. Tout simplement, vous devez revenir sur la vérité. En somme, l'information utile que vous nous donnez, c'est que la SAFER a mis en place des dispositifs pour détecter le faux jusqu'en son sein. Ces dispositifs existent depuis que la SAFER existait. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, depuis que ça se passe avec sa voiture sur les postes de péage, si ça se veut que la SAFER ramène les images de son passage, on va les lui montrer. J'espère que ce n'est pas pour autre chose que mes images sont là-bas. Non, c'est normal. On parle d'autre chose ces derniers temps. Mes images, quand je passe au poste de péage, c'est uniquement pour la SAFER, pas pour autre chose. Merci beaucoup. C'est quand même important que, c'est vrai que les brebis galeuses ne manqueront nulle part, mais il appartient aux sociétés, aux institutions de veiller en sorte que une brebis galeuse ne vienne pas démonter tout un travail. Merci pour cette vigilance au sein de la SAFER. Politique maintenant, c'est deux journaux qui en parlent. Togo Matin qui écrit d'abord prétendue victoire d'Agboyome Kodjo à l'élection présidentielle du 22 février 2020. La dynamique Podjoro qui tombe finalement dans la paranoïa. Ça, c'est le titre de Togo Matin, pendant que vous, Ali Romoro Tchakala, vous intéressez également à cette dynamique Podjoro avec l'opposition dans son ensemble. Quand vous écrivez, dans le titre de votre papier, je me perds un peu dans... Non, j'ai parlé d'opposition contre opposition. Et j'ai dit, mais il y a une guerre froide qui se livre et puis il y a de très grands risques d'enlisement par rapport à cette guerre froide-là qu'on se livre au sein même de l'entité opposition. Non, en fait, cette situation ne date pas d'aujourd'hui. Toutes les fois qu'il s'est agi d'aller à des élections dans ce pays, que ce soit des locales, des législatives ou présidentielles, l'opposition ressort toujours un peu fragilisée par rapport à sa participation. Et la dernière fois, la présidentielle du 22 février dernier n'a pas eu le mérite d'arranger les choses au sein de cette opposition. Et toutes les fois, on assiste à des scènes surréalistes, ça, qui ne nous rassure pas sur les vraies intentions de ces leaders-là, de pouvoir un jour, par des voies légales, créer l'alternance. Mais quand on se mène la guerre, quand pour des positionnements, pour des questions de leadership, on s'envoie des flèches empoisonnées, on sort certains secrets qu'on devrait jalousement garder, au même moment, on laisse celui-là qu'on est censé combattre, qui est le pouvoir tranquillement. Donc le boulevard est grandement tracé comme ça et le pouvoir n'en demande pas mieux pour y slalomer. Ne rien, donc le repos royal est accordé au pouvoir pendant que les leaders qui sont censés mettre ensemble leurs énergies pour faire face à la situation
se tacle, se jette des pots de banane. C'est cette gaminerie-là que nous avions essayé de relever dans cet article. Donc, l'opposition lâche la proie pour l'ombre et souvent, ça a le mérite de fragiliser. Et quand vous prenez la dynamique, Monseigneur Kodjo, depuis qu'elle est en train de réclamer cette victoire, mais on n'avance pas du tout. Les autres assistent en spectateurs à ce combat-là être mené. Mais l'enlisement est là. C'est parce que non seulement vous ne gagnez pas ce que vous voulez, parce que vous n'avez pas les preuves tangibles qui allèguent que vous avez gagné, mais non seulement ça, vous évitez aux autres là de pouvoir créer une autre dynamique pour faire face à des situations futures, notamment les locales et les législatives qui vont arriver. Donc je crois que l'opposition togolaise n'est pas aussi fragile que ça. Le pouvoir n'est pas aussi trop fort que ça, mais c'est les petits problèmes des guerres de chapelle, de clochers, de positionnement qui font que depuis 30 ans, l'opposition n'a pas encore réussi à créer la situation. À certains moments, on n'a rien de penser que le véritable ennemi de l'opposition, c'est l'opposition elle-même. Et Didier Assogba, le dernier épisode en date, c'est cette guerre-là entre les déclarations que Maître Ajavon Zeus aurait faites sur une radio, ce qui lui vaut une volée de bois vert de la part du MPDD, le parti de Agboyemi Kodjo. Non, vous savez, je me suis arrivé à penser et à faire cette conclusion de ce qu'il y a personne au sein de l'opposition togolaise qui veut véritablement le pouvoir. Ou du moins, les partis politiques de l'opposition, dans leur ensemble, ne veulent pas le pouvoir. Si je dois m'expliquer, c'est-à-dire que nous sommes de l'entité opposition. Et à chaque fois que quelqu'un émerge un peu, les autres, tous, bon, s'ils ne sont pas spectateurs, ils font tout pour le ramener. Reviens ici d'abord. Au sein de l'opposition, on aime beaucoup le plafonnement par le bas. Évidemment, il faut qu'on soit au même niveau ou non, ou tu es derrière moi. Tu n'as pas raison d'être un peu en avant sur moi pour aller inquiéter notre adversaire commun. Et c'est ça. C'est à ce jeu-là on a assisté depuis 90. On connaissait les Agbouibo, les Ninevi sur le terrain. Mais quand des gens sont revenus de France et tout ça, on a vu comment on a tout fait pour détruire eux d'abord, pour espérer aller combattre le pouvoir. Mais il y a de rester jusqu'à la fin. Gilles Christ Olympio, fatigué, on a vu ce qu'il a fait finalement. Et bon, Fabre a pris le truc et lui, il était le tout beau. Personne ne devrait avoir le droit de venir à son niveau. Aujourd'hui, on voit, après chef de file de l'opposition, on voit le niveau qu'il a. Et on a vu depuis décembre le choix opéré par Monseigneur Kodjo, ce que ça vaut à Monseigneur Kodjo et à Gboyome au sein de l'opposition et les autres aussi qui ont choisi, qui se sont organisés en dynamique, comment eux aussi ils attaquent les autres qui ne sont pas parmi eux. Et après l'élection présidentielle, on voit. Si vous parlez de Maître Zeus Ajavon, Maître Zeus Ajavon avait combattu la candidature de Agboyemi Kodjo dès décembre. Mais le 23 février, il a fait sortir un communiqué pour dire non, que le candidat de la dynamique Kodjo est en avance sur tous les autres candidats et a gagné. Il y a quelques jours, il revient pour dédire ce que lui-même avait déjà dit. Est-ce que et la réponse ne s'est pas fait attendre. Voilà, et les gens du MPDD vont lui sortir des dossiers qui datent de 2013, donc au moment où Ajavon pilotait collective le CST. Sauvons le Togo, où Ajavon était parti rencontrer Faure Gnassingbé. On ne savait pas ce que eux, les deux, se sont dit. Et MPDD a dit non, que c'est à l'occasion là que lui-même Ajavon a vendu la lutte et a pactisé secrètement avec le pouvoir. Donc on voit, c'est ça, c'est le jeu, ça continue. Jusqu'à quand Jusqu'à quand 3 points de suspension. Mais encore une fois, est-ce qu'on veut le pouvoir ou bien on veut plutôt descendre le ou la camarade de l'opposition? Il est 12h, on va devoir suspendre par là. Merci à cet auditeur qui nous rafraîchit que notre page de nécrologie n'était pas épuisée. On a enregistré également le décès subit de M. Batana, qui était l'adjoint à la société aéroportuaire de Lomé-Tokoin. J'espère que la famille sait officiellement de quoi leur parent est mort pour qu'il n'y ait pas d'autres polémiques. Eh bien, dans un moment, vous allez entrer en ligne et nous ramener par vos questions, commentaires, réactions sur l'un ou l'autre sujet débattu aujourd'hui. 93.5 Canal FM.
Eh bien, nous revenons à votre écoute. Vous souhaitez réagir sur la longue page de nécrologie ou encore la riposte à la COVID-19 ou les bonnes pratiques au sein de la SAFER et également la politique togolaise qui privilégie les frères, s'acharner contre ses propres frères plutôt que l'adversaire en face d'elle. La parole est à vous, premier auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, ça c'est... Monsieur Maglo. Oui, nous vous écoutons. Je voudrais intervenir à propos de cette affaire de faux monnayage Sarfer, voilà. Tout à l'heure, dans vos analyses, il y a un de vos collègues qui cherche à disculper la société Sarfer. Et ça a eu la présence d'esprit de lui poser cette question. Comment se fait-il que deux agents fortement impliqués ont duré dans cette société et qu'on ne les a pas retrouvés si tôt. Et votre agent a essayé, votre collègue a essayé de disculper toujours la société. Or, nous savons comment ça se passe. Les grandes sociétés ont toujours des fusibles. Lorsqu'il y a un agent ou deux agents dans une société sur qui on a mis la main, c'est que le virus se trouve quelque part et qu'ils ne veulent pas qu'on le sache. Et il est nécessaire quand même qu'on pousse l'enquête jusqu'à trouver les vrais. Les commanditaires sont dans la société. Donc, pour moi, jusqu'alors, c'est la société qui est inculpée et non pas ces deux agents-là. Voilà ce que moi je trouve. Merci, monsieur Manglo. Notre collègue va vous là-dessus. Le temps quand même que nous recevions en même temps d'autres auditeurs. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur? Oui, Yoshua Zangera. Yoshua Zangera, allez-y. Oui, et j'aimerais demander à l'invité, il a dit avant qu'il faut que les gens donnent des propositions. Et moi, j'aimerais lui dire qu'il faut que la lutte soit plus inclusive, c'est-à-dire la cause contre la maladie. Parce que moi, à mon niveau, je suis chrétien et je suis fier de l'affirmer. Et nous nous sentons plus stigmatisés. Et puis, ça donne l'impression aux autres qu'eux, ils ne sont pas concernés, voyant la largesse qu'on leur a. Bon, j'espère que le professeur a compris l'essentiel. Notre ami souhaite que la riposte soit beaucoup plus inclusive. Vous avez quelque chose à lui dire pour le rassurer? Oui, mais tel que la riposte est organisée dans le pays, vous avez le comité de crise, la CNG, les commissions locales et les cellules sectorielles. À chaque structure, d'appeler, tout à l'heure je vous ai dit, même nous au conseil scientifique qui avons un avis consultatif, nous faisons appel à des personnes aux ressources. Et je crois dans mes propos, j'ai dit ici, il faut que chacun apporte quelque chose. Mais peut-être c'est à qui s'adresser. Si vous avez une idée, c'est là où la question se pose, mais au niveau local, le préfet est là. Merci. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour. Oui. Bon, c'est Hakim. Hakim, oui, allez-y. Voilà. Je voudrais intervenir par rapport à M. Ajavon qui se fait critiquer par ses camarades, ses anciens camarades, parce que moi j'estime que M. Ajavon aujourd'hui fait partie de la société civile, il n'est plus politicien. Et lorsque un homme politique et un acteur de la société civile se permet de donner un avis qui soit contre une vision d'une opposition, les gens crient waouh, c'est quand même dommage. Parce que ce qu'il dit n'est pas aussi négatif que cela. Donner les preuves, c'est simple. Et en ce moment-là, nous tous on suit. Mais si c'est parce que si on dit que nous sommes dans un état de droit et que nous ne sommes pas, nous n'avons pas la possibilité ou la latitude d'exprimer une autre façon de voir, c'est quand même dommage. Merci. Là où nous sommes d'accord, c'est que la démocratie, c'est des débats et un débat est a priori contradictoire. Le suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Pélé. Oui, allez-y. Je voudrais dire que tout ce qui se passe au Togo en politique, on connaît. Pourquoi on dit que l'opposition se compétit ou bien bâtit? Oui, on sait que l'opposition se compétit. Mais sur le terrain, c'est le pouvoir qui doit organiser une élection transparente. On demande au pouvoir d'organiser une élection transparente avec une série technique et avec une cour constitutionnelle complexe. Quand une cour constitutionnelle incomplète proclame un résultat et que vous dites que l'opposition ne fait rien. Le peuple, c'est le peuple qui est responsable. C'est le peuple qui a voté à Gourmi. C'est tout. Merci. Bon, oui, vous permettez,
Visitez un peu la géographie. Vous connaissez un pays qui s'appelle la Biélorussie, qui a fait l'élection présidentielle hier. Je ne voudrais dédouaner aucunement quiconque ici au Togo, mais c'est pour dire que le mal un peu partout est plus profond que nous. Oui, mais pour le Togo, c'est exception. Okay. Ça fait bientôt 60 ans qu'on a une seule famille qui gère le pays. Il faut que ça change. Merci. Merci, je vous en prie. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, mon directeur. Bonjour, l'assistant. Papa Sibiti. Bonne arrivée. Vous êtes accordé un peu de congé. Oui. Ah non, mais les sujets ne sont pas intéressants. Vous connaissez les Togolais, là. Nous ne savons pas ce que c'est que certains cherchent. Allô, mon directeur. Papa Sibiti. Bon. Politiquement, vous avez parlé du professeur Zeus. Qu'est-ce qu'il est allé dire avec le président de la République? Si vous pouvez nous dire ça, les journaux. Deuxièmement, hier, la ministre est venue à Nana FM. Et toujours ça, je m'adresse au professeur médecin. Oui, professeur Salou. Oui, mais on nous dit, la maladie là, c'est les bavettes, les cache-nez. Parce qu'il n'y a pas de produit. Certains ne portent pas. J'ai toujours dit qu'il faut réprimer. La France, Paris, à partir d'hier, d'aujourd'hui, si vous ne portez pas, vous êtes sanctionné. 135 €, autour de 84 000 francs CFA. Voilà, que les Togolais le sachent. Parce qu'ils vont contaminer. Si moi je ne suis pas porteur et que celui-là porte, il va me contaminer. Troisièmement, on nous dit il faut bien manger. Hier, ça a été dit. Professeur, revoyez le président de la République. Je l'ai toujours crié, nos vici qu'on fasse revenir ça. Parce que si les produits que nous mangeons, nous consommons, vont nous donner les anticorps, combien de Togolais mangent 3 fois ou bien 2 fois par jour? Il faut les aider à ce qu'ils puissent manger 3 fois pour résister contre en partie. Merci, Papa Sibiti. Merci. Alors, Didier Assogba, ce que Zeus Ajavon et Fort Nyasingbe s'étaient dit en 2013? Honnêtement, je ne sais pas. Et les membres de l'ex-collectif Sauvons le Togo ne savent pas non plus. Et j'ai dû lire un posting d'un des membres fondateurs du CST sur Facebook, en l'occurrence notre collègue et consoeur Fabi Kwasi, qui a dit que c'est justement cette audience-là de maître Zeus Ajavon avec le PR qui a été le signe annonciateur de la dislocation du CST et qui est bien sûr d'autres révélations. Le temps est le maître de... C'est quoi on dit? Le temps, c'est l'autre nom de Dieu. Voilà. Le temps a permis de savoir que cette audience-là a été quelque chose dans ce qui a été la dislocation du CST et d'autres révélations promises viendront nous situer. Heureusement, Zeus Ajavon est encore vivant. Il a le temps de répondre ou en tout cas d'écrire ses mémoires. Professeur Salou, vous avez écouté Papa Sibiti? Oui, Papa Sibiti a fait des contributions. Je voudrais rappeler que nous avons en la matière dévancé la France en rendant le port de masque obligatoire depuis longtemps. Ce qui reste, c'est l'applicabilité. Et ça, au niveau de la CNG, des commissions rogatoires ont traversé tout le pays pour voir un peu l'acceptabilité de ces mesures. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être proposées, comme il a dit, c'est des contributions. Notamment une alimentation qui renforce notre immunité. Oui, et Novici, comme il a dit, à Soudou, Novici est revenu. Et donc, je crois que les autorités ne sont pas sourdes, elles observent, et quand il y a besoin, cela est prescrit. Merci. L'auditeur qui attend en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Oui. C'est abonné, hein? Oui, allez-y, commis. Comme le docteur nous demande de faire des contributions, je vais mettre des contributions, mais gare à eux s'ils ne le font pas. Oh, papa de menace, s'il vous plaît. Oui, si. Vos contributions sont à titre consultatif. Et obligatoire. Bon, le grand péché, pas obligatoire. Le grand péché jusqu'à ce jour, je parle sous votre contrôle, c'est le non-financement de la presse. Sous toute la ligne. Ils doivent revoir ça. Deuxième contribution, eux qui sont les garants des informations, je ne les vois pas en premier dénoncer ceux qui sapent la mobilisation. Je veux parler du non-port du masque par le président de la République. C'est un corps habillé qui se comporte comme si eux sont des, je ne sais pas, des anti-Covid.
je ne vous vois pas, vous qui êtes docteur, dénoncer ces actes-là pour que la mobilisation soit au top. Troisième contribution, vous voyez les cas contacts. Vous ne revenez plus là-dessus. À ce jour, est-ce qu'on a 1 million de cas contacts qui circulent à notre insu? On ne le sait plus. Et quatrième contribution, je vais terminer là. Il y a d'autres aussi qui attendent. Oui, il ne faut pas être trop gourmand. Professeur, vous ramassez rapidement ces inquiétudes. Ce sont des contributions, comme il a dit lui-même, et je crois qu'elles ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Mais pour le reste... Merci. L'auditeur en ligne, bonjour. Oui, alors bonjour, Canal FM. Oui, madame. Oui, c'est madame Immaculée. Madame Immaculée. Oui. Qui parle à un innocent. Eh bien, je vous écoute. Merci. Et moi, je voudrais parler spécialement sur la gestion des kits de protection. Ça me fait mal. Je suis dans une formation sanitaire, mais je préfère faire le nom. On nous dit qu'il n'y a pas de cachet pour le personnel. C'est vraiment lamentable. C'est lamentable. Toute une semaine, on dit qu'il n'y a pas de kit, il n'y a pas de bavette pour le personnel. Qu'on n'a qu'à utiliser les cachets ordinaires. Mais ce n'est pas possible. Les gens qui gèrent ces kits-là, comment ils les gèrent? Et que le personnel soignant soit exposé. Finalement, qui viendra soigner les malades? Sortez la nuit, vous allez voir dans les formations sanitaires, les malades qui arrivent sans kit de protection. Quand tu leur demandes, on va te dire que oui, c'était l'urgence. Donc bon, je me suis pressée. Oui, comme la femme avait le corps très chaud, je suis sortie comme ça, j'ai oublié mes cachets. Des élèves qui sortent, qui viennent dans les formations, qui veulent payer du paracétamol, ibuprofène, qui viennent sans cachet. Et toi, tu es exposé comme ça. Mais finalement, nous sommes dans quel pays? Nous sommes au Togo, Immaculée. Mais si on est au Togo, est-ce que c'est comme ça jusqu'à ça là, jusqu'à ce point-là, et qu'on ne peut même pas protéger le personnel? Regardez, monsieur le docteur qui est là, regardez combien de personnels soignants qui sont contaminés. Merci Immaculée. Professeur, vous répondez à votre camarade des milieux hospitaliers. Ben si, elle pose une question pertinente qui est celle de l'accessibilité du personnel soignant aux équipements de protection individuelle. Et nous avons deux catégories. Vous avez les masques chirurgicaux et les masques respiratoires qui sont filtrants. Comme elle a dit, ces derniers temps, le nombre de personnes contaminées sur le personnel soignant a augmenté. Mais je voudrais que nous posons le problème comme si, un peu comme ce qui s'est passé à la BAD. Il y a des sonneurs d'alarme. Mais il faut qu'on aille vérifier pour voir, elle de sa position, moi de ma position, ce que nous disons, où est-ce qu'il y a des insuffisances. Parce que l'autre chose, c'est la gestion optimale de cet équipement de protection que nous devons avoir. L'autre chose, c'est la distanciation. Je suis en milieu de soins, je reçois un patient, comment nous devons nous organiser entre nous? C'est autant d'éléments que nous avons débattu. Professeur, elle pose le problème des kits sanitaires à la disposition du personnel hospitalier. Non, j'arrive. Nous avons débattu ce matin à la réunion sectorielle du lundi matin de cette question. Moi, je suis chef de service. On vous fait une dotation. Il faut trouver un moyen pour bien gérer ce que vous est alloué. Il faut une période, vous êtes sans ignorer ici, qu'on a retrouvé dans la ville des gens portaient des masques N95 qui étaient destinés aux structures hospitalières. Il faut pouvoir se l'expliquer. Je ne détourne pas. Il y a des insuffisances, comme je l'ai dit, qui doivent être corrigées. Mais ces situations-là nous permettent rapidement de voir là où il y a des manquements, mais on ne doit pas traîner. Il faut que ces structures-là soient prioritaires dans le matériel qui est mis à disposition. Et ça, c'est le travail qui est demandé au directeur des hôpitaux, de pouvoir passer les commandes en temps réel pour les suivre. Professeur, comme la presse associe à ces préoccupations qui reviennent un peu trop souvent, portez haut la question et, je vous en prie, trouvez une solution. Oui, cette question est portée haut. Nous, puisque nous sommes en milieu de soins, mais en même temps, je sache, au-delà de la CNGR,
Mais nous portions des masques en milieu hospitalier par le passé. C'est tout ça qu'il faut mettre bout à bout. Lorsque nous nous sommes rapprochés de ceux qui gèrent, ils vont vous donner avec exactitude par jour les dotations qu'ils font. Il n'y a pas que le CHU ou l'hôpital de Baie, c'est toutes les structures sanitaires du Togo. Mais professeur, il y a quand même quelques problèmes à des endroits et vous êtes les seuls à pouvoir les identifier. Absolument, c'est ce que je dis. C'est en disant il faut une gestion optimale aussi de ce qui nous est donné. Mais en même temps, le personnel, les malades qui viennent à l'hôpital, africains que nous sommes, tout le monde veut se rendre à l'hôpital, comme elle a dit, où les gens viennent, mais avec la grande proportion de personnes asymptomatiques qu'on a, les gens débarquent dans les milieux de soins en disant j'ai un malade, je veux aller, en accroissant le risque. C'est une question qui mérite d'être évaluée. Merci. Et voilà. Nous recevons le dernier auditeur aujourd'hui. Bonjour. Oui, allô, oui. c'est Pélé qui revient. Moi, c'est pour aujourd'hui, Covid là. Bon, pour ce qui se passe aujourd'hui, bon, regardez un peu ce qui s'est passé pour le directeur qui est mort. On a dit que la personne est morte de Covid. Et que ses parents actuellement sont dans la rue pour en train de faire des manifestations. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça, c'est la défiance de l'État. Moi, c'est ce que je vois, que l'État est responsable à ce qui se passe aujourd'hui. Merci. Merci. L'État est défaillant, mais vous-même, Pelé et moi et nous tous, est-ce que nous sommes tout blancs? La question reste posée. Riel Enyang, une question vous avez été adressée sur la responsabilité de la SAFER pour ceux qui ne tourneraient pas rond en son sein. Je pense qu'il a posé la question qui a été similaire à ce que vous m'aviez posé aussi. Vous savez, c'est une question de hauteur. C'est une question de hauteur lorsqu'il s'agit d'une institution de l'État et que vous voulez vous exprimer là-dessus. Il faut aller à l'information d'abord. Il ne faut pas se contenter aux préjugés ou à ce qu'on dit ailleurs. Il faut aller à l'information et se rassurer de ce qui se passe exactement et ne pas prononcer de n'importe quoi. Parce que ce que vous dites aujourd'hui, demain peut vous rattraper. La même personne qui dit cela sans renseignement peut se retrouver à la tête d'une institution demain. Et on va le rappeler, mon frère, tiens, c'est comme ça se passe. Il ne suffit pas de dire que si on a pu identifier 2 agents de la société, ça veut dire que c'est la société qui est impliquée. On sait de quoi il s'agit. Merci. Ça me rappelle une réflexion qu'un ami a partagée avec moi samedi qui dit, avant de parler, il faut réfléchir 2 fois. Avant de parler, il faut réfléchir 1 fois. Mais réfléchir 2 fois avant de poser un acte, réfléchir 3 fois avant d'accuser quelqu'un. C'est pour nous tous. Maintenant, faisons le tour de table. 90 secondes pour revenir sur ce que les auditeurs ont dit avec nous. Auditeurs et auditrices. Je pense à Immaculée. Oui, ce que dit Immaculée et c'est révélateur de la situation dont s'agit la Covid. C'est français là finalement. Disons Covid-19. Covid-19 est venu foutre le bordel. Et aujourd'hui, on voit même des personnels soignants qui eux-mêmes s'inquiètent de la situation, alors que des gens ont dit que s'ils sont malades, ils iront se faire soigner gratuitement et bien manger au CHR par le personnel soignant, alors que les gens qui travaillent là-bas s'inquiètent de la situation. Donc c'est d'appeler encore à la prise de conscience générale. J'ai déjà dit, il faut que chacun se protège en protégeant sa famille, en protégeant sa communauté, et ce faisant, on protégerait le Togo. C'est le port de masques, systématique de masques, qui nous aiderait à arrêter la propagation de cette maladie-là, et je ne vois rien d'autre à part ça. Vous avez encore 30 secondes? Si je dois dire quelque chose d'autre, bon, que dire? C'est que le gouvernement continue les efforts, que l'État continue d'analyser de façon pragmatique l'évolution de la situation et de voir dans la mesure possible si on peut également nous laisser, nous autres dont les églises ne sont pas ouvertes, si on peut aller adorer notre Dieu. Merci. Aussi. Ali Romoro Tchakala. Oui, j'ai été très ému par la question que un ami a posée sur l'accompagnement de la presse, des médias. Il faut reconnaître que c'est pas parce que je suis de la corporation que je suis en train de défendre notre chapelle, mais nous avons fait assez. Faisons, c'est pas fini. Nous continuons de faire, mais l'accompagnement est quand même en deçà de tout ce que nous abordons comme travail.
Et je peux dire que, à part les médecins et tout le personnel soignant, la presse est en train de jouer avec élégance et hauteur sa partition. Donc, vivement. Depuis que nous avions commencé ce travail, rares sont ceux-là qui vendent leurs journaux. Donc, nous mettons à disposition de la masse gratuitement nos parutions, et dans ces parutions il y a la phase de sensibilisation, il y a tout ce que nous faisons pour que les populations des hameaux les plus reculés comprennent qu'il y a péril dans la demeure et qu'il faut que nous tous nous serrions les coudes pour combattre le mal. Maintenant, au-delà de cela, je dis que il va falloir que la chicotte reprenne le pas sur la carotte, quoi. Franchement. Donc, un peu de bâton pour accompagner. Non, la carotte a été beaucoup plus utilisée. Et je crois que ça a permis à certains de penser que le mal n'existe plus, le mal est derrière eux. Et ceux-là qui se livrent à fond à la grande vie. Non, ils veulent rattraper quoi? Nous n'avons pas connu le confinement au Togo. Nous avons seulement connu de quelques restrictions dans nos vies de tous les jours. Maintenant, les gens courent. Les gens veulent vivre à fond pour rattraper quoi? C'est s'exposer davantage à la pandémie. Au-delà de ce que les confrères venaient de citer comme impressionnant, moi je reviens un peu sur la liste noire par laquelle on a commencé. La nécrologie. Pour dire tout simplement qu'à cette allure, c'est un peu trop pour notre pays. Et si ça continue ainsi, ça risque de s'aimer la peur, la panique. Il faut vraiment que les plus hautes autorités prennent les dispositions pour leur protection, parce qu'il y a des gens, s'ils meurent aujourd'hui, ça ne dira rien pratiquement parce qu'ils ne sont pas autorités. Mais elles, autorités, prenez soin de vous, protégez-nous suffisamment, protégez-nous aussi, pour que le pays ne puisse pas vivre de telles situations. Rappelez-vous, quand le colonel Madjulba a été assassiné de cette manière, les populations sont sorties d'eux-mêmes chez lui. Aujourd'hui, c'est à Boukbé. Tout ça là, ce n'est pas bien pour notre image. Autorité, protégez-vous et protégez-nous. Oui, l'appel est passé. L'appel est passé, pardon. Professeur Mounirou, Salou. Oui, merci, monsieur Sass. Je crois qu'un certain nombre de questions ont été évoquées. Je voudrais, moi, à mon tour aussi, souhaiter toutes mes condoléances aux familles éplorées et rappeler cette maxime de ma confession religieuse qui dit travaillons comme si nous n'allons pas mourir et craignons Dieu comme si nous mourons à l'instant. Ça, c'est pour ce qui est relatif à la mort. De ce que nous avons discuté ce matin, il faut retenir que sur les sites de prise en charge Covid, le problème des épis ne se pose pas. C'est dans les autres formations sanitaires où un travail doit être fait pour améliorer l'accès à ces dispositifs de protection. N'oublions pas que tout le monde est demandé à travers le monde et que les masques, par exemple, filtrants type N95 ne sont pas aussi disponibles que cela. Et donc, c'est ensemble que nous devons trouver la bonne formule pour faire une gestion optimale de ce qui nous est donné. Merci, professeur. On va terminer par un tour de table pour recueillir vos cartons de fin d'émission. Uriel Aignan? J'ai commencé par offrir de l'honneur aux femmes. Je finis par là. Je décerne un carton vert à toutes les femmes qui nous suivent chaque jour sur Canal FM et d'autres radios, les femmes chefs de service de notre pays. Et c'est Immaculée qui va porter ce carton vert à toutes ses consoeurs. Tchakala Alirou? Non, mon carton vert va très loin, va vers le désert, va au président nigérien Mahamadou Issoufou, qui, malgré toutes les pressions, malgré tout ce qu'il subit, tant de son camp que de certains corps constitués, a su tenir ferme. Il va partir après son deuxième mandat et il est sur cette lancée-là. C'est un acte très élégant. Et carton vert à Mamadou Issoufou. Si vous adressez un carton vert à Mamadou Issoufou du Niger, c'est que... Donc quelqu'un prend le rouge ou bien certains prennent le... Non, on ne va pas. Le président Ado... Ils se connaissent. Ils se connaissent. Merci beaucoup. Titi Assagba. Non, moi je vais donner un carton, je ne sais pas si c'est vert chlorophylle, c'est ça? Il faut que ce carton soit au gouvernement pour avoir écouté l'appel lancé par et la proposition surtout de notre auditeur, l'abonné, c'est ça, qui demande aux autorités de nous soutenir, de continuer à soutenir la presse. Je sais qu'il y avait eu une dotation de 20 millions pour tout ce qui est comme presse au Togo. Je pense que c'est dérisoire. Il faut que le gouvernement
en prenant ce carton vert chlorophylle, que je prêterai ça à quelqu'un. D'autres encore la presse Merci. de quelque chose pour Le continuer à gouvernement faire pouvait faire sienne la devise de TDE qui dit aidez-nous à bien vous servir. Professeur Salou, exceptionnellement, pour satisfaire les auditeurs, à partir de ceux d'aujourd'hui, les invités également ont droit à un carton. Je vous prends un peu comme ça sur le vif. Vous avez un carton pour quelqu'un? Bon, si je m'en tiens au football, je donnerai un carton jaune à la population. Ressaisissons-nous. Merci. Carton jaune à ceux qui aiment jouer encore à la désinvolture. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine est lancée. Nous nous retrouvons demain mardi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Mais d'ici là, célébrons la vie.